jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. À l'avenir, il va falloir mettre une croix sur les croix, les grattages, les déchirures, les graffitis. Plus de noir et de brun, et tous ces tons de terre. Fini le rebondissement des matériaux de récupération empruntés à nos vies dans leur pauvreté. Fini le sable et la poussière, la paille, le fil de fer, et jusqu'à cette terre avec laquelle il faisait jouer l'ombre et la lumière. Antoni Tapies est mort à Barcelone, lundi, l'un des derniers grands du XXe siècle, vient de quitter le champ de bataille d'une pratique de l'art exercée comme un corps à corps pendant plus de 6 décennies. Je l'avais rencontré à Paris, à l'occasion d'une de ses expositions à la Galerie Lelong. C'était en mai 2000. L'entretien avait été diffusé dans Surpris par la nuit. Nous vous proposons de le réécouter ce soir. Vous êtes né à Barcelone en 1923, Antoni Tapies. Que reste-t-il de ces années d'enfance? Vous avez parlé de la sensation de l'ennui que vous gardiez de ces premières années de votre vie. Oui, probablement j'étais un enfant déjà inquiet, avide de connaître des choses, avec beaucoup de curiosité. Et mes parents me faisaient rester à la maison. Et là, pour moi, c'était un souvenir d'ennui, tout ça. Même quand on sortait de Barcelone, mes parents avaient loué une maison à Badalona, c'est un petit port de mer, pas loin de Barcelone, non? Et la maison était séparée de la mer par la voie du train qui passe sur toute la côte catalane, non? Et à cause du danger du train, ma mère ne me laissait aller jamais seule me baigner à la mer. Non? Il faut attendre que j'ai fini mon travail, je t'accompagnerai. Non? Je garde beaucoup ce souvenir d'être construit à rester à la maison et j'avais envie de voler. Il y a un souvenir d'enfance très fort que vous gardez et que vous racontez souvent. C'est un professeur qui vous dit que vous ne savez pas vous exprimer, que vous parlez comme un manœuvre. Et ça, c'est un épisode qui vous a complexé énormément et dont vous dites vous êtes libéré qu'en commençant à peindre. Parce qu'à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez vous exprimer par la peinture sans nécessité de parler. C'est une chose qui m'a pénétré beaucoup, non? Cette conception de se méfier un peu de la parole, de se méfier des concepts, de l'expression trop intellectualisée, non? Et je me suis lancé dans cette façon de nous exprimer, que c'est pas une exclusive à moi, de laisser un peu libre notre inconscient, non? De laisser que les symboles qui sortent de l'inconscient sortent tout seuls, non? Sans les conduire trop. Ça c'est une chose que c'est lié un peu à cette première idée qu'on pouvait s'exprimer sans parole. Non? Et c'est pour ça que vous avez voulu faire de la peinture? Pourrait être une des raisons, mais je crois qu'il y a d'autres aussi. La nécessité d'exprimer un refus de la situation historique que je vivais au moment que j'ai commencé à travailler. C'était la période la plus noire de la dictature franquiste. Je sentais que avec la peinture, et spécialement utilisant des supports avec épaisseur, je pouvais exprimer une certaine rage, non? Au lieu de peindre des lignes avec un fin pinceau, pour peindre avec un couteau, rayer la matière comme ça, non? J'ai dirigé toutes mes attaques à cette
à la peinture académique, qu'on voulait nous imposer de nouveau les fameux retours à l'ordre qu'ont voulu tous les fascistes, et nazis, etc. Et communistes russes aussi. Je crois que vos premiers contacts avec l'art moderne, Antoni Tàpies, vous les avez eus en lisant certaines revues catalanes. Le premier contact, je l'ai eu à travers des reproductions des artistes qui avaient déjà une réputation internationale, comme Picasso et Miró, tous les ismes, tous les avant-gardes, que j'ai découvert dans une revue catalane aussi. Il a été publié un numéro d'une revue qui s'appelait D'ací d'allà. C'était un magazine qui voulait être très moderne, hein. Mais du point de vue artistique, plutôt, ils encourageaient la peinture locale catalane. Mais ils ont fait un numéro spécial consacré à l'art d'avant-garde, qui l'ont commandé à l'architecte Sert, José Luis Sert, et à un ami à nous qui était très ami de Joan Miró, qui s'appelait Joan Prats. Ce sont eux qui ont confectionné les numéros. C'est une des premières anthologies de l'art moderne qui m'a plus frappé. Et vous êtes intéressé à l'art moderne et aux avant-gardes avant même de visiter le Prado pour découvrir les grands maîtres du passé qui vous ont beaucoup frappé, comme Greco et Goya. Bon, c'était un peu parallèle, hein. Parce que mon père, c'était avocat, un homme assez cultivé. Il écrivait des poèmes, des romans aussi. Il les a jamais publiés parce qu'il était très modeste, mais c'était intéressant. Et il avait, à la maison, j'ai trouvé deux ou trois histoires de l'art avec des reproductions aussi, que pour l'époque, c'était pas mal. Et là, j'ai commencé à voir les reproductions de Greco, Goya et tout ça. Et aussi, mon père a eu beaucoup d'intérêt à nous mener les enfants. On était 4 enfants à la famille, de nous amener à Madrid pour visiter le musée du Prado. Qu'est-ce que vous avez aimé chez ces peintres de la grande peinture espagnole? Qu'est-ce que j'ai... Goya ou... Oui, justement, Goya, c'est un des maîtres qui m'a plus intéressé, surtout le tableau de la Quinta del Sordo, non? Les peintures noires qu'on appelle de Goya. Non? Ça m'a resté toujours très fixe. Pour moi, c'était un pas vers la modernité très, très forte, non? Très bien. Alors, mais aussi, il y avait au Prado, j'ai découvert des choses qui n'étaient pas dramatiques, mais au contraire très angélicales, des tableaux de Fra Angelico, de Botticelli, par exemple, qui m'ont aussi impressionné beaucoup. Surtout le côté mystique déjà de Fra Angelico. Je crois le Greco aussi. Hein, et quelques nordiques comme Rubens ou Jérôme Bosch. Jérôme Bosch aussi par les liens que j'ai découvrés avec le surréalisme. Mais ce sont des artistes à qui peut-être je reproche avoir changé de thème, comme beaucoup des artistes surréalistes, à part Miró, disons, et quelques autres, mais en général, ce sont des artistes qui ont utilisé des thèmes de ses rêves ou de ses émotions psychologiques, disons. Mais par contre, il continuait à peindre avec le système académique, non? C'est pour ça que souvent, un peu en blague, je dis que chez moi, il y a 2 maîtres, un bon surréaliste que c'est Miró, un mauvais surréaliste que c'est Dalí, parce que Dalí, c'est ça, c'est un représentant d'un type qui a changé le sujet du tableau, mais par contre, il n'a touché pas dans le vrai langage de l'art plastique. Il y a eu un moment où vous pensiez devenir une sorte d'avocat comme votre père. Vous étiez inscrit à la fac de droit. Mon père m'a fait beaucoup de pression pour que je continue mes études. Et d'abord, j'ai continué pendant
4 ans, je suis allé à l'université et j'alternais déjà un peu avec un petit atelier que j'avais pour faire mes premiers essais, disons. Qu'est-ce qui vous attirait dans la peinture à ce moment-là? Mes premiers essais, c'est une chose que j'ai beaucoup de respect, disons, et je les apprécie beaucoup, parce que c'était le moment où je me suis lancé dans le vide sans savoir presque rien de l'histoire de l'art et surtout de l'art d'avant-garde, parce que c'était très inconnu en Espagne et presque interdit en Espagne. Mais en venant à Paris, j'ai commencé à visiter Picasso. À Barcelone, j'ai rencontré aussi Joan Miró, avec qui, avec le temps, j'ai devenu très ami. Dans votre livre La pratique de l'art, qui a été traduit en français, qu'on peut lire dans la collection Folio aujourd'hui, vous racontez votre visite à Picasso, votre première visite à Picasso, rue des Grands Augustins. Si, c'est ça. Je l'ai connu, Picasso, à travers le médecin qui m'a guéri ma lésion pulmonaire. Il était un spécialiste des poumons. Non? Il vous a fait une ordonnance pour aller voir Picasso. Et c'est oui, une espèce d'ordonnance, oui, c'est vrai. Il m'a dit, je ne te ferai pas de lettre de présentation, je te donne un petit cadeau que je vais envoyer à Picasso, et tu lui donnes de ma part. Et c'est comme ça qu'il m'a ouvert les portes, Picasso. Quand vous voyez Picasso, ce jour-là, rue des Grands Augustins, c'est pas tellement ses peintures qu'il vous montre, mais d'autres peintures qu'il a chez lui, par exemple un paysage de Cézanne. Oui, c'est vrai. Ça m'a étonné beaucoup la fierté avec laquelle m'a montré. Il y avait des tableaux de Matisse, j'ai aussi, mais spécialement Cézanne. Et j'ai dit, oh, c'est bien ce tableau. Et il a commenté à Sabartès, qui était à côté de lui. C'est curieux, non? À notre époque, on voyait un Cézanne et on tombait de cul par terre. Non? Et cette jeune, il ne s'impressionne pas tellement. C'est vrai, parce que ma génération, disons, s'intéressait plus pour Picasso que pour Cézanne. Déjà. On le voyait déjà d'une autre époque. En 1949, Anthony Tapies, vous abandonnez le droit pour vous consacrer à la peinture. C'est ça. Alors, cette fois-ci, c'est une décision longuement méditée. Bon, je me suis matriculé à l'université pour le dernier cours d'avocat. Oui. C'était le 5e. Mais j'ai seulement payé la matricule et j'ai assisté à aucune classe parce que j'ai eu la chance en ce moment de recevoir une bourse du gouvernement français qui était donnée à travers l'Institut français de Barcelone. Et ça, pour moi, ça a été la gloire parce qu'avec cette bourse, on avait la possibilité d'obtenir un passeport et sortir d'Espagne. Ça, c'était... J'ai passé un mois, je crois, à la cité universitaire, dans les pavillons espagnols. Mais ça a mal marché. Il faisait très froid, j'ai tombé malade. Et finalement, il y avait à Paris des cousins de ma femme, avec laquelle, en ce moment, je n'étais pas encore marié, mais on avait déjà une relation, qui vivait à Saint-Cloud. Et ils m'ont offert 2 chambres dans sa maison, une chambre à coucher, disons, et l'autre pour faire un petit atelier. Et j'ai travaillé pas mal ici, C'était un moment très intéressant pour moi, parce que j'ai vécu les polémiques entre les réalistes, les abstraits, la queue qui restait encore des anciens surréalistes que Breton tâchait de soutenir encore. La biographie d'un jeune artiste, à partir de là, ça passe forcément par des rencontres d'œuvres, d'autres artistes, d'écrivains aussi, et de collectionneurs qui montrent le chemin. Parmi ses intercesseurs, il y a eu Joan Brossa, le poète, Joan Prats aussi, collectionneur, qui était l'animateur de l'avant-garde catalane.
Si. Vos grands aînés, Miro, Picasso. J'ai connu Miro à travers son ami Joan Prats, il était un collectionneur de Miro, non? C'est les premiers Miro réels, je les ai vus chez Prats. Et c'est lui qui m'a amené dans l'atelier de Miro. Et depuis ce moment, on a gardé le contact toujours avec Miro. Et vous le dites souvent, c'est en fait le surréalisme qui a joué un rôle déterminant pour vous. En ce moment, le surréalisme a eu beaucoup d'importance pour moi, oui. Plus dans le côté théorique ou littéraire, disons, que dans la même peinture. Et par contre, j'ai compris que les anciens membres du groupe surréaliste qui ont quitté le groupe, disons, c'est le cas de Miro en réalité, ou de Max Ernst. Justement, peut-être ils étaient les meilleurs pour mon goût, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de s'attacher trop à un dogme, même si c'est un dogme intelligent, comme soutenait Breton et quelques autres, mais comme je vous ai dit, comme apportation à l'histoire de l'art plastique, disons, c'est plutôt ceux qui ont laissé le groupe que ceux qui ont resté. Ceux qui ont resté le plus intéressant pour moi, c'est ceux qui venaient déjà, comme même Breton même, non? Qui ont été liés à tous les groupes dadaïstes aussi. Là, il y avait quelque chose de très fantaisiste, très créatif. On a redécouvert beaucoup de choses de l'histoire de l'art, non? Et ça, c'est un apport essentiel pour notre génération. Le fait qu'ils ont découvert l'importance de l'art des enfants ou des fous, par exemple. Mais pour vous, il y a eu deux grandes influences. Il y a eu le surréalisme, mais il y a aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie, l'influence extrême orientale. Ça, c'est peut-être dans une question de fond, disons, de contenu. J'étais très attiré par beaucoup de découvertes de nouveaux langages stimulés par Dada, mais c'était une transgression des langages très en rapport avec la vision du monde différente, très liée aux nouvelles découvertes de la science et aussi liée à beaucoup de choses de la tradition de la sagesse orientale, non? Indienne, chinoise et après japonaise aussi. Reprenons notre parcours biographique, Antony Tapies. À partir de 1951, vous multipliez vos participations à des expositions collectives, tout en cherchant à élaborer un nouveau vocabulaire plastique. En 1953, vous exposez aux États-Unis, à Chicago et puis à New York. En 1955, vous rencontrez Michel Tapier qui va aussi beaucoup vous aider. Si, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours dit que la chance m'a accompagné un peu toute ma vie. J'ai fait ma première exposition aux États-Unis, c'était à Chicago. Et cette exposition a été vue par une marchande, une femme qui s'appelait Martha Jackson, qui voulait ouvrir une galerie à New York et cherchait des jeunes artistes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à exposer à New York. Et c'est à travers Martha Jackson que j'ai rencontré Michel Tapier. C'est hasard de la vie, mais... C'est Michel Tapier qui écrit la première monographie qui vous sera consacrée, Antony Tapies et l'œuvre complète. Oui, c'est son titre. C'est vrai. Je l'ai rencontré avec une lettre de présentation de Martha Jackson dans la galerie qui s'appelait Rive Droite, je crois. En ce moment, il était un peu directeur. Et je lui ai montré quelques photos de mes travaux. Et je lui ai dit qu'à l'hôtel, j'avais quelques toiles roulées comme ça. Que s'il voulait, un jour, je lui montrerai. Et tout de suite, il m'a dit, un jour, comment? Alors, allons-y maintenant, non? À travers les photos, je vois que ça m'intéresse, non? Alors, allons voir. On a pris un taxi, on est allé à l'hôtel, très modeste que j'avais en ce moment. Je lui ai montré les tableaux, il m'a fait
les encadrer tout de suite dans des châssis et il en a gardé pour les montrer. Hein. C'est possible. Il m'a dit, maintenant je ne peux rien faire, mais dans un an ou comme ça, je vais conseiller une autre galerie, la galerie Stadler, rue de Seine. Stadler a ouvert la galerie, il m'a fait l'exposition. Ça, c'était en 1956, hein, votre première exposition à Paris. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'intitule « Voir, ne pas voir, faut voir ». C'est Serge Guilbeault, chez Jacqueline Chambon, qui a écrit un petit texte justement sur votre première exposition à Paris. Son œuvre, écrit-il, prenait à contre-pied tout ce qui prévalait alors dans l'avant-garde. L'expressivité individuelle débridée, l'esbrouf, la violence, la calligraphie. Tapiès remplaçait tout cela par le silence, le calme, l'introspection, la contemplation, le réel. Ça vous semble un bon commentaire? Un très bon commentaire, oui. D'un côté, disons, de mon travail, il y a des moments que je m'enrage aussi, je quitte mes silences, mes calmes, je deviens un peu furieux. Mais en général, apuesto, comment on dit ça en français, je préfère ce côté méditatif. On peut le trouver pas seulement dans des toiles lisses ou calmes, disons. Cette stimulation à la méditation peut sortir aussi des choses dramatiques et terribles. Non? C'est pas obligatoire que tout soit calme pour récupérer cet état de calme spirituel, disons. En 1958, il y a une exposition Tapiès en Italie, qui est présenté par Jacques Dupin, un poète qui est aussi l'auteur d'une monographie importante sur Miro. Et avec Jacques Dupin, c'est le début d'une très longue amitié. Une grande amitié, oui. Je l'ai connu à Barcelone, dans un moment qu'il venait visiter Miro. Et on a eu un très bon contact tout de suite. Hein. Et quand j'ai fait cette exposition à Milano, je crois que c'est moi-même qui lui a demandé s'il voulait faire une préface pour l'exposition. Et depuis ce moment, j'ai continué toujours à travailler à côté de lui, d'abord dans la galerie Mike. Puis dans la galerie Le Long. Mais c'est pas Jacques Dupin, je crois que c'est Miro qui vous a annoncé que Aimé Mag voulait vous prendre dans sa galerie à Paris. C'est vrai ça. Un jour, Miro est venu me visiter à Barcelone, accompagné par un de ses copains, c'est Joannette Artigas, le céramiste Artigas, le père de Joannette. Et il m'a proposé ça. Est-ce que vous aimeriez changer de rive, passer de la rive gauche à la rive droite? À cette époque, c'était un peu comme un cérémoniel, non? Les jeunes commençaient rive gauche et après passaient rive droite. Et d'abord, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas de raison pour changer de galerie. Je suis très bien avec Tapier, Stadler. Mais attendons, peut-être un jour, ça viendra. Un jour est arrivé l'opportunité de changer. Et dans les années 60, Anthony Tapiès, peut-être à cause de la rage, vous vous engagez dans la lutte menée par l'opposition antifranquiste. Et c'est sérieux, parce que vous avez même fait 3 jours de prison en 1966 pour avoir soutenu la formation illégale d'un syndicat démocratique d'étudiants. C'est vrai, c'est un acte qu'on a appelé la Cappuccinada, parce que ça s'est déroulé dans un couvent des Capucins de Barcelone. Ils nous ont cédé ce local pour faire une espèce de grande assemblée générale de tous les représentants des délégués des étudiants à l'université. Et on a voulu donner une espèce de solennité pour remarquer qu'on était décidé à créer un vrai syndicat libre d'étudiants. Parce qu'il existait un syndicat, mais un syndicat officiel, franquiste, non?
Et ça était un geste à laquelle on nous a invités. En réalité, tout ça, c'est les étudiants qui ont préparé, mais ils ont voulu nous inviter un artiste qui était moi, quelques poètes, écrivains, intellectuels, pour les accompagner, disons. Et la police, d'abord, a remarqué plus les accompagnants que les étudiants. Au troisième jour qu'on était enfermés dans cette couvent, il paraît que Franco, dans un conseil des ministres, a dit « Mais ils sont encore là, tous ces intellectuels. » Il n'a pas dit un autre commentaire, non? Mais le ministre de l'Intérieur a donné l'ordre d'entrer dans les couvents, malgré que ça, c'était interdit, parce que les couvents religieux, d'après les concordats que l'Espagne avait avec le Vatican, ils avaient le droit d'asile et on ne pouvait pas entrer là-dedans s'ils ne le voulaient pas. Non? Les années 70, 80 et 90, c'est la reconnaissance et la consécration. Hein. En 88, paraît à Barcelone le premier catalogue raisonné de l'œuvre. En 90, c'est l'ouverture de la Fondation Tapiès. Et en 94, c'est une grande rétrospective au Jeu de Paume à Paris, après beaucoup d'autres. Oui, je ne peux pas me plaindre de... J'ai eu beaucoup de difficultés dans mon pays, mais finalement, j'ai été accepté dans des moyennes d'historiens d'art, de critiques d'art importants. Ça a été un encouragement très fort. Dans un texte que vous avez publié dans La pratique de l'art, vous dites que parfois vous travaillez comme un musicien. C'est vrai. Que vous faites des variations. Aussi, si. D'abord, il y a cette idée de travailler avec les éléments réellement propres de l'art plastique, le langage plastique, comme les musiciens travaillent avec les éléments réellement musicaux. J'ai découvert qu'en France, il y avait déjà quelques artistes, quelques peintres qui connaissaient ça, non? Mais à cette époque, on ne l'expliquait pas avec la clarté, disons, qu'on pourrait l'exprimer en Kandinsky, disons. Non? Mais par exemple, Delacroix, j'ai découvert qu'il disait que dans ces tableaux, il y avait un côté musical aussi. Je suis sûr qu'il se référait aux éléments purement plastiques, sans une représentation concrète, sans un argument concret, mais une espèce d'accompagnement musical. Bon, dans notre cas, au XXe siècle, il ne s'agit pas d'un accompagnement musical, mais vraiment du corps essentiel de l'expression artistique. Profiter les éléments du langage réellement pictural. Vous n'êtes pas seulement, Anthony Tapiès, un peintre qui écoute de la musique, vous êtes aussi un peintre qui écrit. Outre votre autobiographie, Mémoire, qui a été publiée en français chez Galilée en 81, La pratique de l'art, dont j'ai déjà parlé, en folio, d'autres livres comme L'art contre l'esthétique chez Galilée ou La réalité comme art, que vous avez publié chez Lelon en 89. Mais l'écriture a une fonction précise pour accompagner votre travail de peintre? Mes petites entrées dans ce terrain de l'écriture a commencé à cause de la situation de la dictature aussi. En ce moment-là, surtout du côté de la critique d'art, me préoccupait beaucoup parce qu'il y avait les critiques officielles qui lançaient ces idées plus ou moins de retour à l'ordre. Mais aussi, il y avait quelques critiques catalanes. Il y avait très peu de catalanes. Non? On pouvait écrire seulement dans des revues religieuses, comme une revue publiée par l'abbaye de Montserrat, qui s'appelait Serrador, qui a joué un rôle important dans la lutte antifranquiste.
mais qu'ils exprimaient des idées un peu partielles. Non? Je pensais, et ça m'a décidé à faire des articles aussi dans le journal, La Vanguardia, surtout le journal de Barcelone. Et après, je les ai regroupés, j'ai publié les livres. Mon début d'écrivain, c'est à cause de ça, surtout. Mais il y a aussi le côté... l'écriture était pour moi une façon de penser un peu en haute voix. Sans me proposer établir un système de théorie de l'art, pas du tout, hein, mais des improvisations un peu qui m'aidaient beaucoup à moi-même aussi. Aujourd'hui encore, vous lisez beaucoup et tôt le matin, je crois. Je lis moins qu'avant à cause des problèmes que j'ai dans la vision. Non? Ça m'oblige à sélectionner beaucoup. Hein. C'est-à-dire que je cherche à lire seulement des choses qui m'intéressent beaucoup pour ma formation spirituelle, disons. Vos lectures ont une influence sur votre pratique de l'art? Si, je crois que oui. Hein. J'ai toujours dit que quand je rentre dans mon atelier, j'arrive devant la toile blanche, comme on dit souvent, j'oublie un peu tout ce que j'ai lu. Hein. Mais c'est une chose qui s'est déposée dans mon esprit, que ça sort d'une façon ou de l'autre. Je rentre à l'atelier des fois avec une ébauche d'une petite idée, qu'au fond c'est une chose technique, non, de trouver un élément capable de provoquer un choc dans votre conscience. Que finalement sont des langages symboliques, non, qu'on trouve un peu partout. C'est pas moi qui ai inventé des systèmes pour transformer la conscience humaine, parce que ça a été fait d'abord par toutes les religions et beaucoup de philosophies. Mais je crois que j'ai remarqué un peu, je tâche de mettre en valeur tout ce monde de la symbologie. Non? Ce que je vous disais avant de mes efforts de construire un langage plastique, une nouvelle syntaxis, on pourrait dire. C'est aussi un symbole, hein, la syntaxe. Alors quand on est un peintre très célèbre, qui a à son actif plus de 5000 œuvres, quand on en aborde une nouvelle, est-ce qu'on est encore comme un jeune peintre complètement démuni, inquiet, ignorant? Je pense que oui. Non? Même ça m'angoisse un peu, non? Parce que toute la vie pensant que je n'arrive pas à trouver encore exactement ce que j'imagine, ce que je veux transmettre, non, à mes concitoyens. Ça vous angoisse un peu. Non? Mais finalement, de cette angoisse naît quelque chose. Je crois que Sartre a vu très bien ça. Non? Il a compris que l'angoisse est une fontaine de provocation imaginative, de compréhension de la réalité profonde. Non? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous met au travail? Qu'est-ce qui vous décide à faire un nouveau tableau? Cette même angoisse que je vous dis, non? J'ai l'illusion que j'arriverai à faire, pas peut-être un seul tableau, mais un groupe d'œuvres desquelles je serai très satisfait, définitivement, disons. Mais ça n'arrive jamais. Pour le moment, je lutte pour trouver ça, mais je n'y arrive pas. Et peut-être c'est bon de ne pas y arriver, non? De faire un tableau déjà, voilà. J'ai fini déjà, j'ai trouvé l'idéal. Non? On est toujours en marche. Antoni Tapies, mort lundi à Barcelone à 88 ans. Un entretien de mai 2000 que nous avons rediffusé ce soir pour saluer sa mémoire.